Lundi 8 novembre 2021, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de choisir Viva pour vous informer. La relance touristique, toujours à la une des actualités de ce jour. 41% des non-résidents qui viennent à Madagascar suite à la réouverture des frontières sont des touristes. D'après les statistiques du ministère du Tourisme, le secteur n'est pas pour autant sorti de l'auberge et pour y remédier, le ministère va promouvoir les offres touristiques de Madagascar sur le marché international. L'éventualité d'une refermeture des frontières malagasy est inenvisageable. La Confédération du tourisme à Madagascar appelle donc tout à chacun à respecter les mesures sanitaires pour éviter ces scénarios. 41% des étrangers qui viennent à Madagascar depuis la réouverture des frontières malagasy le 23 octobre sont des touristes. 28% viennent pour des raisons d'ordre familial, 13% sont des opérateurs économiques et 18% viennent pour diverses autres raisons. Dans le cadre de la promotion du tourisme à Madagascar, le ministère de tutelle va promouvoir les offres de la destination de Madagascar à l'échelle internationale, d'après le ministre du Tourisme ce jour. Le secteur du tourisme est envisagé se redresser pour l'année 2023, voire en 2024, suite aux impacts de la Covid, d'après les analyses effectuées par le Groupement international du tourisme. Pour le cas de Madagascar, durant les 19 mois pendant lesquels les frontières étaient fermées, 84% des employés du secteur touristique ont été en chômage technique, 20% licenciés et 46,35% des entreprises touristiques ont fermé leurs portes. Ce secteur commence juste à se redresser à l'heure actuelle. Dans le cadre du redressement du secteur touristique, la politique d'allègement fiscal a déjà été discutée avec l'État malagasy, des allègements pouvant être partiels ou entiers, d'après le vice-président de la Confédération de tourisme à Madagascar. Dans la nuit du 6 novembre, une tentative d'enlèvement et d'assassinat a eu lieu dans le Fouctin de Bungatsar, commune d'Ambongamarne, district d'Ansourbe. Selon la compagnie centrale d'Imirne, c'est la collaboration des habitants avec les forces de l'ordre qui a permis de faire échouer cette tentative. En effet, les gendarmes ont été avertis à temps par les habitants, ce qui leur a permis d'agir promptement. Reportage. Dans la nuit du 6 novembre dernier, vers 22h, les membres du comité de vigilance locale ont remarqué la présence de malfaiteurs rôdant aux alentours du Fouctin. Ces derniers en ont immédiatement averti les autorités qui ont envoyé 3 gendarmes. L'arrivée de ces éléments des forces de l'ordre vers minuit 30 a fait fuir les bandits. Dans leur précipitation, ils ont derrière eux un pistolet de fabrication artisanale, 3 cartouches de 9 mm, un cartouche de calibre 12, 1 kilo d'amulettes ou oudgas enveloppé dans le drapeau national malagasy et une lettre de 3 pages décrivant le projet de meurtre et de prise d'otage. D'après les informations, les cibles de ce funeste projet sont 2 femmes. Elles devaient être échangées en contrepartie d'une rançon de 180 millions d'ariary. Quant aux expéditeurs de la lettre, 3 personnes sont suspectées, une femme et 2 hommes. Ces derniers, qui seraient les initiateurs de cette tentative avortée, sont actuellement auditionnés. Les personnes atteintes de Covid-19 connaissent une baisse actuellement dans le MENA-B. La recherche des personnes avec qui les cas positifs ont été en contact, appelé encore Tracing Contact, c'est ce qui a permis de diminuer considérablement la propagation de la pandémie à Moldave. Aussi, les sensibilisations sur les mesures sanitaires se poursuivent toujours et les responsables conviennent tout à chacun à se faire vacciner. Un reportage de Radraman Zatouf. D'après les statistiques, un seul cas positif a été recensé hier à Moldave sur 50 personnes testées à la Covid-19. D'après les explications, il s'agirait d'un cas contact avec des précédents cas de Covid. D'après ces chiffres, la propagation de la pandémie est maîtrisée. Rechercher les personnes qui ont été en contact avec les personnes atteintes du Covid, une méthode appelée Tracing Contact, c'est ce qui a permis de contenir rapidement la propagation de la pandémie, a expliqué le directeur régional de la santé publique de MENA-B. Toujours dans cette optique de réduire le nombre de cas positifs à la Covid-19, les responsables effectuent des sensibilisations sur le respect des différentes mesures sanitaires auprès de chaque Fouctin et incitent surtout à la vaccination. À noter qu'une hausse soudaine de nombre de personnes atteintes de la Covid a été observée la semaine dernière à MENA-B. La situation actuellement est sous contrôle.
Les employés du Laboratoire national des travaux publics et du bâtiment en grève ont revendiqué ce jour au sein de leurs locaux à Ivange le licenciement de tous les dirigeants de cette entreprise. Ces derniers dénoncent leur inefficacité dans la gestion de ce laboratoire ainsi que le non-respect de leurs droits. Un ultimatum de 48 heures a aussi été lancé à l'endroit de ces dirigeants pour qu'ils quittent leur poste. Le directeur général du LNTPB, quant à lui, n'a pas voulu s'exprimer. C'est Charangiana Seanzara Zonarville. Les employés de l'entreprise publique LNTPB ou Laboratoire national des travaux publics et du bâtiment sont en grève. Ils réclament le licenciement de tous les dirigeants de l'entreprise pour cause d'inefficacité dans la gestion de ce laboratoire, ainsi que pour non-respect des dispositions de leur contrat de travail. Par ailleurs, ils demandent à ce qu'il y ait un représentant des travailleurs au sein du conseil d'administration de l'entreprise. Aussi, ils ont lancé un ultimatum de 48 heures aux dirigeants pour que ces derniers quittent leur poste. Ils invitent le ministère des Travaux publics à venir se rendre compte des difficultés auxquelles ils font face au sein de ce laboratoire national des travaux publics et du bâtiment. Le directeur général du LNTPB, quant à lui, n'a pas voulu s'exprimer sur cette grève ni sur les revendications des travailleurs. Aucun organe de presse n'a d'ailleurs été autorisé à pénétrer dans l'enceinte de l'entreprise. Bâtir des infrastructures le long de la rocade d'Yariv n'est pas encore autorisé. En effet, le plan d'urbanisme de détail dans le cadre du projet d'aménagement et de développement des abords de la rocade nord-est ou Padarn est en cours d'élaboration. D'après le comité de pilotage, ce dernier a souligné ce jour que ce plan d'urbanisme de détail sera publié très prochainement afin d'assurer les développements planifiés, structurés et ordonnés de la zone aux alentours de la rocade d'Yariv. Adriana Martina Yenza, Anjiansu. Le ministère de l'Aménagement du territoire et des services fonciers, ainsi que les communes concernées par le projet Padarn, notamment les communes urbaines d'Antananarive, d'Abomangakil et d'Akadkeli-Lafi, effectuent actuellement toutes les enquêtes nécessaires en vue de l'élaboration du plan d'urbanisme de détail dont l'objectif est de mettre en œuvre le développement planifié, structuré et ordonné de la zone aux alentours de la rocade d'Yariv. Mais jusqu'à ce que ce plan d'urbanisme de détail soit défini, toute construction y est interdite. Le but, en effet, est de déterminer les zones aménageables et les zones à préserver pour le fonctionnement hydraulique en vue de disposer d'infrastructures durables d'après les explications. L'élaboration de ce plan d'urbanisme de détail sera effectuée dans les plus brefs délais. Le comité de pilotage s'est déjà réuni aujourd'hui à Anossi. Après la région d'Analamang, Lochamangour est celle qui bénéficie actuellement de l'atelier de sensibilisation de base effectué par la gendarmerie concernant la consolidation des expériences et des acquis durant la lutte contre la propagation du Covid-19 et plus particulièrement le rapprochement des forces de l'ordre avec la population. Plus de détails dans ce reportage. En collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations ou OIM, instaurer une image de sécurité à la gendarmerie fait partie du projet Cap Mada. Les communautés locales de la région d'Analandsrouf ont manifesté leur intérêt pour la coopération et l'entraide avec la gendarmerie nationale, que ce soit dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 que dans la lutte contre l'insécurité. Cette occasion a été marquée par la participation des responsables du comité technique CAPMAD, issus des partenaires techniques et financiers, notamment du PNUD, de l'UNFPA, de PBF et de l'OIM, et des représentants des ministères concernés, dont le ministère de la Sécurité publique. Les présidents du Fuktan et l'association des femmes de la commune de Muramang se sont également joints à l'événement. L'ouverture officielle de l'atelier a eu lieu à l'école de gendarmerie de Muramang et s'est poursuivie dans les communes de Marozev, Ansirnal et Andasbe. L'atelier pour la région Alochamangour a été clôturé à Befourn. À l'instar de nombreux pays, Madagascar célèbre également la semaine dédiée à l'entrepreneuriat ou le Global Entrepreneurship Week. À compter de ce jour jusqu'au 14 novembre, l'événement a comme principal objectif de proposer aux jeunes des offres entrepreneuriales, étant donné que tous les acteurs économiques seront regroupés dans ce sens à l'initiative de la ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation. Plus de détails dans ce reportage de Judica Rangianeri de Denzara. Le Global Week Entrepreneurship a une semaine entière pour mettre en avant les travaux des entrepreneurs malagasy, particulièrement les jeunes entrepreneurs, mais également une opportunité pour ces jeunes d'échanger et d'acquérir des expériences en termes d'entrepreneuriat. L'État malagasy initie également la promotion de l'entrepreneuriat et de l'industrie à travers le Tankes industriel partout à Madagascar.
500 caisses industrielles vont être implantées dans tout Madagascar. Que ce soit les communes ou les districts, tous vont collaborer pour la réussite de ce projet, d'après le secrétaire général du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation ce jour. Les jeunes doivent travailler dur pour promouvoir l'économie du pays, mais également pour améliorer leur qualité de vie. Tel est le message de ce Global Week Entrepreneurship. À présent, concernant les actualités internationales, les compagnies aériennes se sont mises en ordre de bataille pour accueillir dès ce jour les voyageurs vaccinés de 33 pays autorisés à revenir aux États-Unis après 18 mois de fermeture des frontières. Plus de détails dans ce reportage de France 24. New York, Washington ou encore Atlanta, les destinations américaines font leur grand retour sur les panneaux d'affichage des aéroports européens. Une excellente nouvelle pour les agences de voyage. Après 18 mois de ciel gris, on ne voyait pas le bout du tunnel. Aujourd'hui, très clairement, il y a une embellie incroyable. Et ça fait du bien, ça fait du bien. 25% de notre activité sont pour des départs en novembre et en décembre. Donc il y a une vraie envie les clients là ne réfléchissent plus. Ils veulent partir, ils veulent partir. À tel point que l'activité de l'agence a retrouvé son niveau d'avant la pandémie. Ce n'est pas rien, car aucune autre destination ne draine autant de trafic aérien que les États-Unis. En 2019, cela représentait 1 800 000 vols internationaux et 244 millions de passagers. C'est l'Europe qui devrait être le premier bénéficiaire de cette reprise. Le Royaume-Uni en tête avec plus de 21 millions de voyageurs en 2019. En deuxième position, l'Allemagne, puis la France avec près de 9 millions de passagers. Alors les compagnies françaises veulent mettre le paquet. Pour Air France-KLM, le marché nord-américain représentait avant la crise 40% de son chiffre d'affaires, soit un peu plus de 10 milliards d'euros. Cette réouverture des frontières américaines concerne plus d'une trentaine de pays, dont la Hongrie. Mais pour certains, il leur sera toujours impossible de se rendre aux États-Unis. Les passagers qui ont reçu le vaccin Sputnik ne sont pas du tout satisfaits des annonces, car ils ne peuvent toujours pas voyager pour le moment. Car pour traverser l'Atlantique, encore faut-il avoir été immunisé avec un vaccin approuvé par l'Organisation mondiale de la santé. En France, un policier a été attaqué ce jour à l'arme blanche devant le commissariat de Cannes par un homme indiquant agir au nom du prophète, grièvement atteint par des tirs de riposte, selon des sources policières qui envisagent la piste terroriste. Toujours reportage de France 24. L'attaque a eu lieu au petit matin près de ce commissariat de Cannes. Il est environ 6h30 lorsqu'un individu muni d'une arme blanche s'en prend à une patrouille qui venait de prendre son service. 2 policiers sont à bord de leur véhicule. L'homme, qui dit agir au nom du prophète, leur assène plusieurs coups de couteau sans parvenir à ses fins. Heureusement, le gilet pare-balles a protégé le policier qui a pris une attaque au couteau sur le thorax et une dans le dos. Mais le policier n'est pas blessé physiquement. Et ensuite, un policier, face aux attaques répétées de l'agresseur, a répliqué à l'arme à feu. Grièvement blessé, le suspect a été hospitalisé en urgence absolue. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'assaillant est un ressortissant algérien de 37 ans, inconnu des services de police et de renseignement. Saisie de l'affaire, la police judiciaire de Nice dit envisager la piste terroriste. À cause de l'arrêt brutal de l'aide au développement en Afghanistan et du gel des avoirs afghans détenus à l'étranger, le système de santé est au bord de l'écroulement. Résultat, près de 2300 hôpitaux et cliniques afghans qui dépendaient des financements étrangers sont à bout de souffle et 17% d'entre eux seulement sont aujourd'hui pleinement fonctionnels. Reportage. Depuis que les talibans ont pris les rênes du pouvoir, cet hôpital public du centre-ville de Kaboul ne reçoit plus de financement. Vous voyez, nous n'avons plus de médicaments ici. Là, nous avions des antibiotiques, des analgésiques, des vitamines. Mais c'est vide maintenant. Dans ce placard, nous avions des médicaments pour les patients cardiaques. Et il ne nous reste même plus une tablette. Ce refroidisseur d'eau fonctionnait avant, mais plus maintenant. Regardez, nous n'avons même pas d'eau pour nous laver les mains. Les patients doivent apporter eux-mêmes leurs médicaments, ainsi que les gants ou les seringues dont ils auront besoin. La famille de ce patient a dû apporter ses médicaments achetés dans une pharmacie en ville. Nous n'avons pas assez de nourriture pour les patients.
L'hiver est là et nous n'avons pas assez de carburant pour le système de chauffage. Plus de 60 employés ont quitté leur poste dans cet hôpital car les salaires n'ont pas été versés depuis 3 mois. Massouda continue pourtant de travailler. À partir du moment où nous avons porté cette blouse blanche, nous avons juré que nous servirions notre nation, peu importe les conditions. Nous sommes nous-mêmes dans le besoin, mais nous venons quand même. Comme beaucoup de personnes ici, je suis le seul soutien financier de ma famille. Ce même jour, le nouveau ministre de la Santé inaugure le lancement d'une campagne anti-polio. Mais les craintes de voir le système hospitalier s'effondrer sont vives au sein du gouvernement taliban, qui appelle au retour de l'aide au développement. Le secteur de la santé n'est pas un organe politique. Il n'a pas à être politisé. Je pense que l'enfant à soigner est le même enfant qu'il y a 2, 3 ou 6 mois. La mère à soigner est la même qu'il y a 2 ou 3 mois. Et les souhaits d'un patient admis dans un hôpital, ce sont les mêmes. Ils sont des êtres humains. Au nom du droit humanitaire, nous demandons à la communauté internationale de débloquer les fonds. Car il y a urgence. D'après la Croix-Rouge internationale, plus de 2000 structures de santé ont récemment fermé leurs portes en Afghanistan. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.